Le chapitre de cette semaine s'appelle Sakurajima partie 5 et on rentre doucement mais sûrement dans l'arc de l'entraînement pour Maki. C'est le moment pour elle de se détacher de l'image de Toji et de trouver sa propre voie. On y va, c'est parti. Bonjour à tous. Alors ce chapitre, ça dit quoi? Ça dit que Gege est en train de nous concocter quelque chose de grand pour Maki. Très honnêtement, j'ai lu le chapitre et au début je me suis dit non, cette semaine je ferai pas la review parce que bon, on se marre bien, hein, mais j'aurais pas eu grand chose à dire devant ceux qui nous sont présentés comme étant des clowns en début de chapitre. Et puis j'ai vu Toji et en tant que grande fan de Toji, eh bien ce n'était pas possible pour moi de ne pas vous détailler ça, même si je pense qu'on sera sur une review un peu plus courte que d'habitude. Bon, en vrai j'en sais rien. On y va. Le chapitre s'ouvre donc sur l'introduction d'un nouveau participant à la track, Agane Daido, qui donc hurle à qui veut l'entendre katana. S'ensuit des cases complètement surréalistes, on voit ce vieux gars déambuler dans les rues d'un Tokyo presque post-apocalyptique, avec des fléaux partout, le fait qu'il cherche un katana. La case où il croise un fléau mi-poisson, mi-homme était hilarante. D'ailleurs, était-ce une ref à Gyo de Junji Ito? On peut se poser la question parce que les refs pop culture vont s'enchaîner, puisqu'il pense enfin avoir trouvé un katana dans un carton qui se trouve en fait être un jouet en référence à Demon Slayer et plus précisément au sabre de Tanjiro, seconde rêve pop culture. Et de l'autre côté, on nous introduit donc Rikojushi Mio, qui est vraiment le parfait mix entre Todo et Takaba, qui lui cherche un adversaire pour un combat de sumo. Oui, vous êtes toujours dans Jujutsu Kaisen, tout va bien. Et là, carrément, lui, il interpelle n'importe qui, femme, ado, enfant. D'ailleurs, troisième rêve pop culture du chapitre, puisque ces enfants cherchent un métamorphe. On avait déjà eu un des refs à Digimon dans des précédents chapitres. Maintenant, on a Pokémon, c'est bon, la boucle est bouclée. Et après avoir défoncé la baie vitrée d'une pauvre vieille dame qui n'avait rien demandé, il se décide donc à se rendre dans le quartier de Ryogoku, qui est donc bien, d'après mes recherches, le centre historique des combats de lutte japonaise et des combats de boxe également. Et sachez-le, pour votre culture personnelle, que d'après Wikipédia, on y sert le chankonabe, un ragoût riche en protéines, très apprécié des lutteurs justement. Et ensuite, donc, on raccroche les wagons avec le précédent chapitre, et on contraste quand même pas mal avec l'ambiance très lourde de la semaine dernière avec la backstory de Noritoshi et tout. Ce même Noritoshi qui se fait, une fois de plus, sauver in extremis par Maki. Ce qu'on sait donc à ce moment-là, c'est qu'elle n'a pas eu le temps de se reposer suffisamment, puisque je vous rappelle qu'elle avait demandé 5 minutes et que d'après Noritoshi, elle ne s'est arrêtée que 3 minutes. Elle ne peut se résoudre à laisser un Noritoshi pas au niveau pour l'instant de tenir contre Naoya, et retenez bien ça, j'y reviendrai plus tard dans mon développement du pourquoi, du comment, Maki n'est pas Toji. Noritoshi a toujours le plan de vouloir donc la sortir de la colonie pour soigner Maki. Daido rentre en scène, voit le katana de Maki qui n'hésite pas à lui donner, et là vraiment ce qui est intéressant encore une fois, c'est la façon toujours juste et pertinente dont Akutami utilise le narrateur pour ne pas briser le rythme du récit. Parce que là, il aurait pu faire le choix de faire voir la scène au travers de Maki, lui faire se demander qui sont ces gens, qu'elle n'est pas en mesure de se battre correctement, parce que là le narrateur le dit bien, je cite, quand on est à court de ressources, donc on est bien dans une situation inextricable. Mais si c'était passé par Maki, on aurait perdu en rythme. Là, on n'a pas d'hésitation, tac tac, Maki envoie son sabre, ça s'enchaîne, c'est hyper fluide. Daido se saisit du sabre, et là on comprend avec les poses des visages des personnages choqués que le mec en impose, qui n'est pas là pour rigoler, puisque même Naoya, qui ne se départit normalement jamais de sa supériorité sur son visage, est lui aussi impressionné par l'aura que dégage ce simple humain, finalement. Parce que c'est ce que le narrateur nous dit ensuite, qu'il est la réincarnation d'un maître d'armes et autre chose qu'il ne possède pas d'énergie occulte. On nous dit que c'est une machine à tuer, et celui qu'on prenait pour un rigolo il y a encore quelques pages passe en mode berserk, symbolisé par ses yeux tout blancs. Akutami fait souvent ça au moment des phases de combat un peu intenses, et là il enchaîne quelques mouvements qui surprennent Naoya. Il entame un espèce de dialogue avec la lame, sous-entendant ainsi, ou plutôt confirmant à moitié ce qu'on soupçonne depuis un petit temps, c'est que donc l'arme de Maki renferme l'âme de Mai, ou tout du moins une partie. On serait donc sur un espèce de mix entre la relique qui dans Jujutsu est un objet contenant une entité, ou tout du moins une partie d'entité, comme les doigts de Sukuna ou la lisière du supplice, et l'arme maudite, auquel cas elle serait associée à un sort comme le fil noir de Miguel ou la lance céleste de Toji. Bon là j'extrapole un petit peu, on en saura probablement plus dans les chapitres à venir sur si oui ou non l'arme de Maki possède un sort. Daido continue de malmener Naoya, qui décidément n'a vraiment pas de chance avec les personnes dépourvues d'énergie occulte. Il se fait enchaîner, le pauvre, lui qui était encore présenté comme la menace de la colonie. La vapeur est pour le moins renversée, même si je pense qu'il en a encore sous le capot. J'avais déjà évoqué l'idée d'une troisième forme pour Naoya.
Et on passe maintenant à la partie intéressante, celle qui fait que je me suis décidée finalement à faire cette review aujourd'hui. C'est la réflexion de Maki sur elle-même et son héritage finalement, à savoir celui de Toji. Quelle est la différence entre elle et lui? D'ailleurs le panel où apparaît Toji, ça fonctionne toujours autant, il y a toujours cette espèce de truc quand Akutami le dessine, bref c'est dingue l'empreinte qu'a laissé ce personnage, alors que finalement on l'a assez peu vu et pourtant voilà, son aura plane partout sur l'histoire. Et on va donc revenir là-dessus, sur cette phrase, sur la différence entre Toji et Maki. Parce que ce qu'on souligne ici, c'est que Daido, malgré le fait qu'il ne possède pas d'énergie occulte, voit à sa façon les esprits maudits, un peu comme Toji finalement. Et c'est là la différence principale avec Maki, c'est qu'elle n'a pas encore apprivoisé le fait de ne plus du tout avoir d'énergie occulte. Finalement, si elle se bat comme avant, elle n'a pas du tout exploité cette caractéristique, préférant utiliser sa force. Donc voilà, on acte ici définitivement que non, elle n'est déjà pas du niveau de Toji, tout du moins pas pour l'instant. Toji qui n'était pas qu'une montagne de muscles, on a souvent tendance à le réduire à ça, mais il avait l'expérience, il était intelligent, il préparait ses combats, restait à l'affût du bon moment pour attaquer, comme il l'a fait contre Gojo. Il était observateur, utilisait son environnement à son avantage, etc. Toutes ces qualités que ne possède pas encore Maki. Mais du coup, ça laisse encore une marge de progression assez énorme pour elle, et il semblerait que Daido et le gars Sumo soient, sans le savoir probablement, une des clés pour que Maki atteigne le niveau supérieur. Je vous disais juste avant qu'elle n'est pas du niveau de Toji, mais dans ce chapitre, je trouve qu'on voit vraiment aussi ce qui fait que ce ne sont pas des clones, c'est aussi le vécu. Maki a grandi, certes ostracisée par sa famille, mais elle en a trouvé une autre avec ses amis de l'école d'exorcisme. Toji, a priori, était seul, il n'a toujours eu à se soucier que de lui, tout du moins de ce qu'on sait de lui jusqu'à présent. Alors que Maki, non, elle a des compagnons auxquels elle tient, et on voit bien avec Noritoshi qu'elle ne peut pas se résoudre à le laisser mourir, quand bien même elle n'est pas complètement remise de ses blessures, quitte à être elle-même en danger. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de vouloir s'affranchir de l'héritage entre guillemets de Toji pour qu'elle puisse trouver, comme je te disais dans l'intro, sa propre voie. On retourne au chapitre qui se termine par notre ami le sumo qui matérialise donc un dohyo, le cercle de paille traditionnel utilisé pour les combats de sumo qui n'est pas sans rappeler la forme du territoire simple, comme le souligne Maki, et c'est comme ça que se termine le chapitre. Et ce que je trouve cool, c'est encore une fois le niveau de complexité que met Akutami dans le traitement et le développement de ses personnages. Je pense qu'on aurait été tous plus ou moins content s'il avait choisi la facilité en imaginant un combat cool qui se serait soldé par la victoire de Maki et Noritoshi grâce à leur coopération. Mais non, c'est trop facile pour Akutami, il a d'autres dessins pour Maki et je pense que par ce combat, il veut établir le fait qu'à un moment donné, Maki sera plus forte que Toji, peu importe la forme que ça prendra. Et même narrativement, encore une fois, il est trop fort. On pensait que ça irait dans un sens bien défini, que ça prendrait le chemin d'un combat classique comme on a eu sur les 2 dernières colonies, mais non, il nous emmène une fois de plus vers quelque chose de différent et de savoir qu'un auteur est toujours capable de surprendre ses lecteurs, c'est plus qu'appréciable. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite maintenant? A priori, on se dirige vers un combat Maki-Sumo d'un côté, où je pense que Maki aura une sorte de révélation sur qui elle est et sur ce qui lui manque, on va dire, pour se surpasser. Et de l'autre côté, Daido, Naoya, Noritoshi. Je ne saurais donner un gagnant dans ce combat-là. J'espère qu'on en saura plus sur le territoire simple. On sait qu'il a été mis au point à l'Eireian par Sadatsuna Ashiya pour défendre ses disciples. Donc j'ai entendu ça et là des théories que le gars Sumo pourrait être sa réincarnation. À ce stade, on peut tout envisager. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, lisez des mangas, regardez des animes parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi, je vous dis à la prochaine!